Cette semaine, on découvre un PC sans écran, proposant un bureau spatial à travers des lunettes de réalité augmentée. C'est désormais réel et on peut l'acheter. On parle aussi d'un front commun inédit entre plusieurs États pour contrer les cyberattaques les plus dangereuses de ces dernières années. Et évidemment, Samsung revient avec ses nouveaux smartphones pliables, le Z Fold 7, le Z Flip 7, entre autres, pour encore redéfinir ce qu'est notre smartphone de demain. On déplie tout ça ensemble sur la bulle de la semaine. Hello, c'est Quentin, et voilà votre condensé des actualités tech et design. Comment ça va mes petits osios ? Écoute, ça va bien. Ça va, bien, on est bien. Mathieu il est en mode économie d'énergie. Là. Ouais, je suis plié en deux. Mathieu, il vit la grind life. Fais petit point météo, Mathieu. Incroyable. Bah écoute, agréable. J'ai envie de dire soleil, plus ventilation, clim bien gérée. Anecdote, mardi, j'étais au taf en scout avec un pote. Il a plu du moment où je suis sorti de chez moi au moment où on est arrivé dans le garage du taf. Mais c'est littéral. Terrible. C'est-à-dire qu'au moment où on est sorti, je me suis mangé le rideau. Au moment où on est arrivé, on est monté, parce qu'on est en souterrain, on est monté dans les bureaux. Il faisait grand ciel, on s'est regardé. Lui, il était trempé. Moi, j'avais le surpantalon et tout. Lui, il avait juste pas le pantalon. Il était mouillé toute la matinée, tout le début d'après-midi. Voilà. Bienvenue au Nord-Pas-de-Calais. Ah, c'est terrible. Mais c'est vraiment genre, vous allez au taf aujourd'hui, vous allez passer une mauvaise journée, quoi qu'il en soit. C'est vraiment la vie qui veut t'envoyer un message. Ah, c'est clair. C'est un peu le résumé de ma semaine. J'ai une énorme to-do list et j'ai quasiment rien fait dessus. Parce qu'il y a des semaines avec, il y a des semaines sans. C'était une semaine sans et c'était très très compliqué. Quoi qu'il en soit, on a un beau programme aujourd'hui. On met clairement un pied dans le futur avec nos actualités et une réunion de Avengers. Enfin bref, ça c'est terrible. Un peu marrant. Et j'ai une petite question à vous poser avant de commencer. C'est quoi pour vous le PC du futur ? C'est le PC que tu oublies, je pense. Les PC aujourd'hui, on a plus ou moins une idée de ce qu'on... Alors, je prends le cas d'un PC portable, mais c'est globalement souris, clavier et puis écran, quoi. Voilà, je fais un peu on va faire abstraction d'unité centrale, etc. Et ça, en fait, c'est l'interface homme-machine. Donc, c'est le moyen de rendre quelque chose encore plus intégré, encore moins... moins présent dans l'espace et simplifier l'interaction entre l'utilisateur et le PC, je pense. Mathieu, ça te donne quoi pour toi ? Écoute, ça serait Neuralink. Neuralink, je vais pas faire genre placement de produit, mais tu sais, genre l'interface cerveau... Ok, mais intégré au cerveau. Ouais, alors, non invasif. Oui. C'est, voilà, un truc que tu peux plug et que tu déplugues quand t'as fini. Voilà. Ok, bon, on n'en est pas à ce point-là, quand même, mais on a déjà commencé à faire un pas avec le Space Top. On n'est plus sur un laptop, on est sur un Space Top. C'est la marque Sightful qui l'a fait, ça s'appelle le Space Top G1. C'est tout simplement le premier PC portable en réalité augmentée. Imaginez un ordinateur classique que tu vas ouvrir, donc un petit ordinateur portable que tu vas ouvrir, mais au lieu d'avoir un écran, tu as un petit emplacement avec des lunettes à l'intérieur. Donc tu récupères les lunettes pour pouvoir bosser avec le clavier et le trackpad présent dessus. C'est un projet que je suis, moi, du coup, avec XR360, forcément. Ouais, c'est un projet dont j'avais déjà entendu parler, qui a beaucoup souffert pour sortir. Et qui s'est beaucoup réinventé aussi, parce qu'au début, ils ne savaient pas s'ils allaient travailler avec Windows, avec Android, Google, il y avait beaucoup de... Ouais. Mais cool, enfin que ça arrive. Bah effectivement, ça y est, c'est déjà là, donc on peut le précommander. Ça coûte $1 900. Ce qui est pas donc si cher. En vrai, c'est pas si cher par rapport à la techno. 1700 pour les premiers backers. Et pour vous donner un petit peu plus d'idées sur ce que c'est, donc il n'y a pas d'écran physique, juste un clavier avec un trackpad et une paire de lunettes en réalité augmentée. La paire de lunettes, Mathieu, tu la connais bien, c'est X-Real qui l'a fait et ça permet d'avoir un écran virtuel de 100 pouces. Mais l'avantage, c'est que tu peux arranger le bureau absolument comme tu veux. C'est un bureau spatial, comme Apple l'a pu le décrire. En vrai, vraie question, du coup, c'est... comment dire, j'imagine que du coup, ils ont intégré le développement de cette interface spatiale nativement dans le produit, parce que là, la question qui me vient de suite, c'est quoi la différence avec le fait d'avoir pas forcément un gros casque VR, mais des lunettes que tu pourrais brancher en HDMI ou un truc comme ça. Tu vois, alors, sur un écran, je veux dire, un PC que tu as déjà. Là, c'est vraiment designé pour ça. Donc, ils ont créé un OS qui s'appelle Space OS. C'est avec un usage type Chromebook, un petit peu. D'accord. Donc, c'est justement un partenariat qu'ils ont fait avec Google pour là-dessus. Mais c'est essentiellement pour la bureautique. C'est pas vraiment fait pour faire du gaming. C'est pas du power user. En gros, c'est pas la bécane Windows ou Mac. Et donc, ils ont optimisé l'interface utilisateur par rapport à ça. Et comme disait Quentin, ils ont designé le produit autour de cet usage-là, ce qui est un usage plutôt cool parce que, par exemple, nous, on bosse beaucoup sous NDA et parfois, on peut être amené à voyager et être en train de bosser sur des sujets, on va dire, sensibles, à laquelle on demande de la confidentialité. Et du coup, ça, c'est des problèmes qui se règlent dans l'avion. Et sachant qu'en plus, tu as aussi... c'est assez spartiate dans l'avion quand on voyage pas en première. Mais du coup, ça règle pas mal de problèmes. Moi, je sais que j'ai déjà fait avec mon casque VR et c'est vrai que c'est le casque VR dans l'avion,
c'est une des killer features. Après, ça permet de regarder un film du coup sur un bête d'écran. Là en plus on parle 100 pouces. Que t'es collé au siège d'en face quoi. Et tu regardes pas sur le petit écran de Air France, tu regardes sur un grand truc. Alors c'est pas fait pour du coup faire du montage vidéo, faire du jeu lourd, mais tu peux vraiment l'utiliser pour avoir ton tableau Excel, ta réunion, etc. etc. Ça c'est vraiment le gros atout. Ça tourne avec un Snapdragon, 90 Hz, un champ de vision de 50 degrés. C'est pas des lunettes qui sont plutôt confortables a priori. Donc c'est un beau projet qui a été mis en place et je vous le dis, c'est déjà en précommande. Tu peux y aller. Et il y a vraiment un marché parce que tu vois là on parle d'une marque pas forcément très connue du public. Et en fait, tu as d'autres acteurs comme Lenovo. Je sais que Lenovo, ils étaient à fond aussi dans ce délire-là de lunettes pour déporter les écrans ou multiplier les écrans. Et je pense que ce sera un vrai marché à l'avenir. En tout cas, c'est ce qui se développe vachement avec le Apple Vision Pro. On l'a vu il y a quelques années maintenant. Ils tendent tous à ça. On en a parlé plusieurs fois avec Mathieu, notamment sur différents sujets. Mais c'est vrai que là, on arrive sur un truc où ça y est, c'est concret, c'est tangible, on peut l'acheter. C'est plus dans la fantaisie de OK, qu'est-ce que ce sera le futur PC avec les lunettes et le bureau spatial, quoi. Et même Microsoft sur laquelle nous utilisateurs de technologies immersives, on les voit un peu comme des gens qui boudent ce type en tout cas la VR, quand même fait beaucoup de choses là-dessus avec Meta notamment, où je pense qu'ils vont plus se positionner un petit peu comme Android. Tu vois, ils sentent que là pour le coup c'est pas forcément un marché qu'ils ont raté, mais c'est plutôt un marché sur lequel ils n'ont pas réussi à se mettre correctement, et du coup très vite ils ont lâché l'affaire avec leur casque WMR. Mais par contre ils continuent de travailler étroitement avec Meta. Et moi par exemple aujourd'hui quand je mets mon Quest, le fait que j'ai installé un petit agent de Microsoft fait que quand je mets mon Quest et que mon PC est allumé, il n'y a pas genre je suis obligé de lancer une appli ou un truc comme ça. Il détecte automatiquement qu'il y a un PC sous Windows qui tourne. À côté. Et du coup, il te dit, tu sais, si tu tournes ta tête et tu vois un bouton qui te dit, tu veux te connecter à ton PC, tu te connectes. Et tu lances l'interface et tout. C'est pratique. C'est ça. Et même génial. Maintenant, tu vois, Meta, on fait les choses très bien. C'est que dès qu'il détecte avec ses caméras à proximité un clavier, automatiquement, il peut te faire un détourage du clavier pour te dire, voilà, ton clavier, il est là si tu veux taper. Ça, c'est le petit catch qu'il faudra voir comment ils ont intégré ça dans leurs produits. Je suis curieux de voir les premières reviews et tout ça. Je pense pas que j'aurai l'opportunité de mettre la main sur l'un d'entre eux dans une occasion particulière, mais c'est un truc qui pourrait vraiment intéresser. En vrai, t'es pas forcément obligé de passer par ce produit-là. Si tu prends déjà les X-Wheel tout court, les X-Wheel, en gros, tout ce qui est affichage déporté, ça peut être ton PC, ça peut être ton smartphone s'il est compatible, ça peut être ta Switch aussi également. C'est compatible avec ta Steam Deck, par exemple. Ouais. Ces lunettes-là, en tout cas, le produit de X-Wheel, lui, il est compatible tout affichage. Donc, si un jour, tu as envie de craquer, tu prends juste les lunettes qui coûtent entre 300 et 600 € en fonction des modèles. Et tu as déjà l'expérience un petit peu Spacetop. Voilà, en tout cas, un bel outil pratique pour le futur du travail. Hâte de voir comment ça va se développer, cette catégorie, parce que je pense que 2026, ça va être une fournaise. 7 pays mobilisés pour une opération cyber d'envergure, coordination judiciaire internationale, pilotage par Europol et Eurojust. On dirait un peu un début de scénario. Ouais, on dirait un début de reportage. Ah, c'est fait début de JT. Tu l'as fait en début de JT, c'est terrible. Il juste un jingle là. Si le mec au montage il veut se faire un kiff, il met un petit jingle. J'aurais pu continuer. Entre le 19 et le 23 mai 2025, une nouvelle phase de l'opération Endgame. Alors c'est le vrai nom. Quentin, il était surpris. Pareil. Le nom de cette opération-là, qui est du coup une mobilisation internationale visant à démanteler certains réseaux criminels internationaux très connu dans le cybercrime. Le nom de cette opération, c'est Endgame, comme Avenger. C'est terrible. Et Endgame, je pense que c'est dans le sens, Endgame, c'est on vous termine. Parce qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Donc, pour parler un peu de cette opération, ça vise pas mal de différents groupes qui développent ce qu'on appelle des malwares d'accès initiaux, donc qui permettent d'infiltrer des réseaux, quoi. Globalement, vous avez Bumblebee. Bumblebee, ça veut dire Bourdon, mais c'est aussi le nom d'un des Transformers, par exemple. Danabot, Lactrodectus, il y en a plein des noms à la noix. Il y a Luma, qui est très connu, qui permet de donner des accès furtifs dans des systèmes et d'exfiltrer de la donnée. Et en fin de compte, ce qui est rigolo dans cette opération-là, c'est que les mecs, ils sont partis dans un délire de série Netflix et ça me tue de rire. Si vous allez sur Opération, je crois que c'est le domaine, c'est opération-endgame.com, les mecs, ils ont fait des bandes annonces. Ils ont fait des séries en mode voilà ce qui s'est passé dans la première phase de l'opération et tout. Ils mettent un warning, genre cédez pas au cybercrime parce que en gros on connaît nos prochains mouvements, et après ils ont mis genre our et your next move, mais tu sais avec le Y entre parenthèses. Donc ça fait on anticipera nos prochains mouvements et aussi vos prochains mouvements.
Et ça avec des musiques de fou, tu sais, genre c'est Drive to Survive le truc, mais version cyber. Les mecs, ils ont un recherche et développement DA dans la communication. Je te jure, trop fort. C'est très américain dans la manière dont ils présentent le truc. Ils t'ont mis les mandats internationaux des mecs qui sont recherchés encore. Mais en même temps, c'est trop bien. Ça rend le truc un peu grand public, je trouve. Ouais, je vous invite à aller voir. Vous pouvez aller sur Internet. C'est en anglais, c'est du sous-titrage, donc il faut parler un peu anglais malgré tout. Mais voilà, la France a fait partie des pays qui ont aussi piloté l'exercice avec l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis. Alors pour info, c'est pas la première fois que cette opération elle a lieu, puisque là on parle de Endgame 2025, mais il y avait eu un premier volet en 2024 pendant la même période, pendant le mois de mai, et qui avait ciblé d'autres infrastructures pareilles d'accès initiaux, donc on appelle des droppers pour être spécifique, mais dans laquelle il n'y avait pas encore le Canada. Le Canada, il est venu un petit peu après. Ça représente à peu près un démantèlement de 300 serveurs dans le monde, ce qui n'est pas dégueu en termes de résultats. 300 serveurs qui font un peu de mal, c'est pas non plus dramatique, mais ça a quand même fait tomber des belles infras. Et on estime qu'il y a à peu près 3,5 millions d'euros de crypto-monnaies qui ont été saisies dans le processus. Ah ouais. Ouais, donc c'est pas un résultat qui est exceptionnel. Par contre, ça fait chier pour plusieurs raisons. Au-delà du fait de saisir les crypto-monnaies, ils ont aussi pu intercepter certains actifs, certaines adresses où tu avais visiblement des fonds issus du crime, donc qui servent à financer des infrastructures, à faire blanchir de l'argent, ce genre de choses. On a 20 responsables présumés qui font l'objet de mandats d'arrêt internationaux que tu peux voir du coup sur le site. Tu as les photos des gars avec leur pays d'origine, leur nom, etc. Ah, c'est des wanted, quoi. Ah, mais c'est comme si t'allais un mandat d'arrêt international, si t'es dans un pays où t'as juridiction à te faire extrader, etc., c'est on te trouve, on te ramène et t'es jugé sur le pays dans lequel. J'espère qu'il y a la musique de Metal Gear quand tu le regardes. Ça serait un peu marrant, effectivement. Donc c'est quand même un coup sévère aux activités cybercriminelles. Alors, je parle beaucoup du fait que je bitch un petit peu sur le fait que de manière générale, les services d'État et tout sont un peu en retard. Là, c'est cool. Il y a eu des belles choses qui ont été faites. En France, on est quand même pas trop mauvais sur la cyber pour tout ce qui est renseignement. Bon, pour les actions concrètes vis-à-vis de nos institutions publiques, ça j'en ai parlé la semaine dernière et je vous invite à réécouter l'épisode ou l'écouter si vous le découvrez. Mais là, pour le coup, il y a eu de la coopération, il y a eu des exercices interarmés qui ont été menés et en vrai, ça fait plaisir de voir ce genre de bons échanges, de bonnes mesures entre les différents États qui s'allient pour contrer ce genre de menaces parce qu'encore une fois, sur Internet, t'es connecté, t'es potentiellement vulnérable. T'as pas de frontières comme tu peux en avoir dans les différents pays. De toute façon, je pense que c'est en lien aussi un peu avec l'actualité où on sent même, tu vois, quand tu suis un peu la géopolitique, que le grand frère américain est plus trop derrière nous. Et du coup, il va falloir s'organiser, nous, avec pas mal de monde pour commencer à monter en compétences et savoir se défendre par nous-mêmes. Donc, je trouve que c'est dans la logique... c'est dans la logique de l'intercoopération, ouais. C'est quand même Europol, donc on est plus sur une zone européenne, mais on a quand même mais il y a quand même eu un soutien, tu vois, des États-Unis et du Canada. Ils nous ont pas encore lâché complètement, mais je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de se dire il ne va pas falloir toujours attendre qu'ils nous sauvent les fesses, tu vois. Je pense qu'il faut d'abord essayer de se défendre un peu soi-même. Et s'il est là, c'est bonus. S'ils sont pas là, on peut faire sans. Et après, je pense que c'est là, tu parles d'Europol, mais que c'est ouvert à tous les pays de bonne volonté. On sait qu'il se passe plein de choses du côté, tu disais Canada, qui se rapproche aussi beaucoup parce qu'aussi ils sentent que les relations se sont refroidies avec le voisin. Il y a aussi le Japon sur pas mal de sujets aussi qui a envie de participer avec les Européens sur des projets parce qu'ils se sentent tout d'un coup beaucoup plus proches de nous. Donc, il y a plein de choses qui sont cool comme ça. C'est clair, ouais. C'est plutôt des pays, en général, des forces alliées. Je vais faire la distinction avec l'OTAN, etc. Mais effectivement, c'est le cas. Il y a pas mal d'infos, si vous voulez un peu plus de lecture. Il y a les communiqués du CERT-FR sur l'opération Endgame, du coup. Et il y a également les bilans qui ont été publiés par Europol et Eurojust et Spamos. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, dans lequel vous voulez creuser pour avoir un peu plus de détails sur les chiffres, je vous invite à y aller, parce que c'est assez détaillé, il donne pas mal d'infos, et ça permet de mettre un peu en exergue ce qui est fait pour un peu nous protéger tous les jours, quoi. Il y a des rapports que toi tu utilises ou Alors, le CERT-FR, forcément, mais parce que, comment dire, il publie pas mal de choses sur des vulnérabilités exploitées, ce genre de choses. Ouais, c'est vraiment de la veille. C'est vraiment de la veille. Europol, c'est encore assez haut niveau, parce que là, pour le coup, c'est des sujets qui sont... Comment dire, c'est des sujets plutôt de gouvernance et plutôt de pilotage des risques et tu sais, de comment dire, très, très juridiques. Sur lequel toi, tu n'es pas forcément confronté tous les jours par rapport à ton périmètre. Je le fais parce que c'est dans la veille et que ça peut impacter mon activité, mais ce n'est pas des sujets très techniques comme ce que je fais actuellement. Mais le CERT-FR, effectivement, il y a des collaborations entre
incident. Alors certes, ça veut dire Security Emergency Response Team, donc équipe de sécurité de réponse à incident globalement. Et en fait, ils ont beaucoup d'exercices avec d'autres CERT régionaux, nationaux, etc., qu'on appelle l'Intercert, et dans lequel ils partagent pas mal d'informations sur des menaces, sur des manières, des processus de réponse, etc., et sur la manière dont ils ont abordé certains incidents pour faire beaucoup de retours d'expérience. En vrai, c'est cool. Il y a quand même de la collaboration qui existe. Ouais. Je m'en sers pour la veille. Pas mal de l'équipe s'en sert. Mais il y a plein de canaux différents, que ce soit des canaux français, des canaux américains. Il y en a plus d'américains d'ailleurs, des canaux européens. Il y en a quelques-uns. Ça se développe, comme Mathieu l'a dit. Mais ça fait partie des choses que on monitor et qui sont des sources quand même de confiance. C'est pas des gens qui font ça pour rigoler, quoi. Et pour revenir justement à cette histoire de théâtralisation, je pense que c'est aussi dans la volonté d'essayer d'attirer des talents, de montrer venez chez nous, c'est plutôt cool, c'est bonne ambiance. Moi, je sais qu'il y a longtemps, j'avais été approché par je crois, le ministère de l'Intérieur, parce qu'ils avaient vu mon profil sur LinkedIn et qu'ils m'avaient dit ouais, on cherche des gens. Ouais, ils cherchent. Voilà. Et moi, je suis pas le mec le plus pointu, hein, mais du coup, des fois, ils approchent. Et ça m'avait l'air assez sérieux parce que j'ai beaucoup douté. Hein. Je fais pas genre le mec, ouais, le ministère de l'Inter s'intéresse à moi. Au début, pour moi, c'était un scam, le bordel, tu vois. Et directement la Dirizi, c'est ça, directement la DGSI qui Mathieu, vous voulez faire admin réseau chez nous? Et en vrai, du coup, j'ai fait un vrai jeu de piste pour remonter le truc, pour vérifier que la source, en tout cas, qui m'avait abordé, elle était fiable. Mais ça, donc, du coup, pour moi, ça reste dans cette histoire de il faut recruter du monde, il faut recruter des talents. Et pour ça, en fait, il faut se la jouer un peu cool. Et le contre-pied de ça, justement, sur l'effet cool, c'est le fait que, dans tout ce qu'ils ont fait en mode théâtralisation, tu sais, genre faire une grande série, etc. Toi, tu fais partie du groupe d'attaquants, tu vois ça, tu dis ah ouais, merde, ils ont quand même mis un peu de moyens, ils médiatisent le truc. C'est aussi une technique de déstabilisation pour leur faire peur, quoi. Tu vois du jour au lendemain que t'as un mandat d'arrêt international sur la gueule et puis que les mecs, ils ont fait une série Netflix avec ta tronche. Bon, je pense que tu commences à te dire ah ouais, c'est effectivement, c'est pas rien, quoi. L'ère Samsung a commencé. Le renouveau? Yes, l'Unpacked donc de l'été, hein, qui en général vient lancer une nouvelle fournée, on va dire, de gamme précise. Donc là, c'est plutôt pas la gamme S, c'est la gamme pliant. Une nouvelle fournée, mais est-ce qu'ils ont cuisiné du coup? Est-ce qu'ils ont cook? Écoute, Tim n'étant pas là, je pense pas, mais du coup, ils ont quand même sorti des trucs. Donc je vous propose qu'on fasse le tour. Déjà, est-ce que vous avez un peu regardé? Est-ce qu'il s'est dit, ce qui s'est fait? Moi j'ai eu le top line, c'est-à-dire c'est très fin comme les concurrents chinois. Et moi j'ai eu la page d'accueil du site. Vraiment, j'étais sur Flip, j'ai regardé, je dis oui, il est fin. Voilà, super. Et il y a un stylet. Et du coup, je sais qu'en off, tu me disais que tu étais intéressé justement par le retour que je pouvais en faire. C'est quoi, toi? T'as un produit en particulier Ouais, moi, c'est le Fold. Alors, c'est bête, mais depuis la première fois où j'ai vu les premiers Fold, les smartphones pliables, moi qui consomme pas mal de... Non, je veux dire, moi, ma réaction, c'est pas le produit qui est bête. Mais non, j'ai vu je suis Team Fold comme toi, on est ensemble, frérot. Mais c'est ça. Et en fait, si tu veux, quand j'ai vu le produit la première fois, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que tu as le téléphone devant, tu l'ouvres, tu as la tablette. Et moi, je consomme pas mal de contenu sur la tablette. Quand on fait le podcast, j'ai la tablette pour lire mon truc, mais le soir, je regarde, ça m'arrive, ça me fait chier d'avoir le PC sur les genoux, tu vois, donc je veux, et puis ça m'arrive de temps en temps de griffonner des trucs, même si c'est très limité. Et puis tu disais que tu faisais un peu de lecture de temps en temps sur ta tablette pour pas... C'est ça, alors j'ai la liseuse maintenant pour les livres, mais quand je me renseigne sur Internet, BD moins, vraiment de la lecture, mais quand j'ai la tablette, c'est vraiment pour de la recherche où, tu vois, c'est des sites Internet, parce que la liseuse, des écrans Ink, bon voilà. Mais en fait, si tu veux, le produit même m'intéresse en termes de comment dire, d'expérience, tu vois, le fait de pouvoir l'ouvrir et de passer sur un format quasiment carré avec un grand écran quand tu veux, je me dis c'est fou. Et je me souviens, c'est ça, les premières fois que j'ai utilisé le Fold, c'était ça, c'était le côté magique de... Bien sûr. Et ça sert à rien, mais c'est et en fait, il y a deux trucs qui m'ont rebuté, enfin trois, on va dire, trucs qui m'ont rebuté sur les premières générations. C'était l'espèce de pli dégueulasse qu'il y avait au milieu des premières générations, la fragilité du produit, parce qu'il y en avait plein. Je parle pas des mecs qui ont arraché l'espèce de plastique. Le film protecteur. Ouais, qui est pas protecteur, qui est nécessaire au fonctionnement du produit. Et le petit gap, en fait, quand tu le fermais, il n'était pas vraiment fermé, tu avais un petit trou. C'était les trois trucs où j'étais en mode non. Et le fait que tu peux pas mettre de coque, enfin, tu peux maintenant sur les derniers, mais les premiers c'était un peu dégueulasse et c'était vraiment très épais, quoi. Ça a vite été corrigé quand même, tous ces trucs-là. Mais là, on est un step au-dessus. Ça a vite été corrigé, presque tout, parce que mine de rien, la pliure, même si elle est beaucoup moins visible, parce que du coup, ils ont une nouvelle charnière qui est beaucoup plus fine, qui s'appelle l'Armor Flex Hinge, qui est là pour améliorer justement cet aspect, pour essayer de la voir le moins possible. On la ressent aussi au toucher le moins possible. Tu sens que ça, à mon avis, ça doit bien tendre en dessous. Donc, mais elle est encore là, même si elle a grandement diminué.
Tu parlais de justement le fameux gap qu'il y a quand tu fermais le téléphone. Ça y est, c'est bon, c'est réglé et ça fait extrêmement plaisir. Et autant, c'est marrant que tu reparles de cette histoire de la magie de quand on ouvrait un Fold avec cet écran qui se déplie. Ça a été vraiment pendant des années le truc qui a drivé pas mal de geeks. Moi, pareil, c'était ce qui me faisait rêver quand la première fois que j'ai pu en voir un. Et en fait, là, ce qui fait rêver un peu maintenant, c'est la finesse, quoi. La finesse. Ça, c'est vrai. Avoir un smartphone de la taille d'un smartphone, quand il est plié, exactement, et de le déplier, de te retrouver un truc encore plus fin, c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais effectivement, l'épaisseur du truc, t'avais l'impression de te trimballer un frigo. Ouais, c'est ça. Et moi, tu vois, pour avoir il n'y a pas très longtemps encore un Z Fold 4 dans la poche, effectivement, c'était encore le cas. Là, on est quand même sur 8,9 mm plié. Ça veut dire je crois qu'il est même plus fin qu'un S25 Ultra. Ultra, ouais. Et 4,2 mm déplié. Pareil, c'est fin de ouf. Alors, moi, malheureusement, j'ai pas été invité par Honor, parce qu'il y a Honor qui a un pliant aussi qu'ils ont dévoilé il y a pas très longtemps, qui est apparemment encore plus fou. Mais là, c'est bon, tu vois. J'ai envie de dire, ok, c'est bien de toujours vouloir faire plus fin, mais honnêtement, là, je pense que si tu restes sur ce gabarit-là, t'es déjà bien. T'es déjà très bien. Et en plus, alors je sais pas si c'était le Honor ou le Samsung, mais quand tu regardes des pieds, tu regardes la taille de la prise USB-C, t'es quasiment aux limites. Après, tu peux plus parce que physiquement, la prise, elle fait juste l'épaisseur du truc. Donc, à moins d'avoir juste la prise qui soit plus grosse que le reste, mais ça fera dégueulasse. Non, s'il fait déplier la taille de la prise USB-C qui est déjà très très fine, mais let's go. Enfin, ça va presque se sentir fragile au bout d'un moment, tu vois, à force de trop l'affiner. Et je pense qu'en vrai, faire du toujours plus fin, au bout d'un moment, c'est pareil, ça va amputer aussi sur la batterie. Et le waouh effet, on s'en branle, c'est bon, vas-y, il est fin. C'est bon, ouais. Parle du reste. Mais du coup, alors, c'est quelle génération là ? On est sur quelle génération ? On est sur le 7, Z Fold 7. Ok. Autre chose aussi qui est vraiment notable, le poids, 215 grammes. Tu vois, de dire ce poids-là pour un Fold, c'est assez ouf parce que normalement, on est beaucoup plus haut en termes de poids. Et ça, c'est assez dingue. Pareil aussi, ce qui est très, très cool, quand on prend en main, au tout début, c'est son écran. On est vraiment sur un très grand écran devant, ouais. Ouais, et c'est un écran de smartphone normal, 6,5 pouces. C'est plus les formats un peu là où les anciens, allongés, tu vois. Ils faisaient des compromis, voilà. Tu avais des grands bezels, des grands cadres autour des grosses épaisseurs. Ouais, mais sur le côté de l'écran, c'est les bordures, exactement. Ouais, c'était pas, comment dire, t'avais pas la même expérience. Et là, effectivement, les bezels aussi, enfin les bordures, donc les bords sont très très impressionnants. Donc ça, c'est très très cool. Et aussi également le fait d'avoir justement un écran normal. Tu sais, quand tu avais des Fold avant, c'était un format télécommande pour le clavier. C'était un peu une horreur. Donc malgré les optimisations d'IA de clavier, ça faisait pas le taf. Quand tu le déplies, ça fait une belle mini tablette de 8 pouces. Moi, j'ai envie de te dire, c'est encore un peu... Tu parlais tout à l'heure de déception. J'ai envie de dire, pour moi, je trouve que le 8 pouces, c'est encore malheureusement un compromis qui fait que c'est pas encore une tablette pour moi, tu vois. Disons, quand tu passes de 6,5 à 8 pouces, déjà sur le papier, c'est un peu triste. Et surtout que le Fold garde un format un peu carré et pas horizontal par rapport à d'autres pliants. Sans parler du triple pliant, machin, mais c'est vrai que il manque le truc. Tu le déplies, tu fais waouh! Ouais, ou t'as un format genre 4K cinéma énorme. En mode vraiment long, genre en 16 dixièmes ou un truc comme ça. Mais alors que là, tu vois, le problème, c'est qu'une fois que tu lances une vidéo, forcément, tu tapes des bandes noires. C'est tout de suite moins vendeur. Alors, je sais qu'il y a tout un débat autour de création, même des séries Netflix et tout, qui se sont beaucoup posé de questions par rapport à ça. Je pense que si le pliant avait pris en marché, je pense que vraiment là, genre tous les créateurs de contenu, et je parle pas que des youtubeurs, mais tu sais, genre Netflix et consorts, ils auraient tous adapté un peu plus ou moins leur série par rapport à ça. Mais bon, là, on est sur une niche, donc ça, c'est mort. C'est ce qui avait été fait quand les smartphones ont commencé à s'allonger et que est venu le format au lieu du 16 neuvième, le 21 neuvième, etc. Ouais, la 4K cinéma et tout ça. Ouais, je pense que l'avenir du mobile, s'il continue, si on change pas direct par les lunettes, il y aura quand même un accompagnement du format mobile de plus en plus parce que on regarde beaucoup de choses sur nos téléphones. Donc ça, c'est plutôt cool. Autre point aussi que j'ai trouvé plutôt sympa à retenir, c'est que en termes de photos, je trouvais que c'était un peu scandaleux d'acheter un Fold qui coûte une blinde et d'être moins bon qu'un Ultra. Et pas d'avoir les dernières techno. Ouais, ça m'a toujours rendu pas être au moins au niveau d'un Ultra, tu vois. Je dis pas d'être au-dessus, mais voilà. Mais même au niveau du processeur, je crois qu'ils avaient un processeur qui était un peu moins bon. Alors, je peux entendre sur la taille. La dernière version, non. C'est le même, c'est du Snapdragon. Snapdragon, voilà. Okay. Et là, pareil, tu me tends la perche, j'en profite, c'est un Snapdragon 8 Elite.
donc ce qui se fait de mieux. Ouais, large. Mais tu vois, niveau photo, tu étais toujours bloqué là où, par exemple, les ultra. Alors, on sait que le nombre de pixels fait pas la qualité des photos, mais on sait que les meilleurs capteurs étaient sur les ultra. Et nous, notamment, ils ont un 200 mégapixels, notamment qui est assez balèze et tout en termes de photos, parce que le capteur est assez grand. Et enfin, on retrouve ça sur le Fold. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est bien, ça. Alors, il manque quand même quelques capteurs qu'on a sur les ultras. Tu vois, on a tous les capteurs, mais les capteurs, tu sais, qui vont pouvoir gérer la profondeur et tout ça, l'autofocus, etc. Il manque les technologies, j'ai envie de dire, les dernières technologies pour le lidar. Comme ça, exactement. Ouais, tous ces genres de choses-là. Mais au moins, là-dessus, on est carré. Et d'ailleurs, moi, c'était même ma crainte, et c'est le truc que j'ai regardé, c'est que, tu sais, ils ont sorti le S25 Edge, et le S25 Edge, il avait le 200 mégapixels. Voilà, des marketing du Edge, c'était de dire, il est fin, mais on a le 200 mégapixels. Sauf qu'on a découvert très vite que c'était pas le même 200 mégapixels que les ultras. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même nombre de pixels sur 2 capteurs, mais juste les tailles, si c'est pas les mêmes, c'est moche. Donc là, c'est carré, c'est mortel. Autre aussi compromis qui a été fait, tu te rappelles donc les Fold que tu as pu voir toi et tester, ils commençaient à vouloir mettre à l'intérieur de l'écran déplié un capteur à selfie, mais qui était caché sous l'écran. Ils sont revenus en arrière. Ils ont arrêté avec ça. Ah ouais, ils ont fait un notch. Là, ils ont fait un poinçon. Voilà, juste un point, mais qui ne se dissimule plus sous l'écran. Ça, pareil, c'est une histoire de compromis parce que sur le papier, l'idée, elle est géniale et c'est en fait le truc qu'on aurait tous voulu avoir, même sur des téléphones classiques. Mais je pense que malheureusement, l'exécution, au final, était mauvaise. Ouais, et puis la qualité est forcément détériorée parce que tu as une couche en fait par-dessus du capteur. C'est ce qui était sur le Z Fold 4, justement. Voilà. C'est à peu près les grandes lignes à retenir. Si, autre chose quand même très important, parce que même mes abonnés qui m'ont pressionné pour avoir l'info, la certification, là, il est IP48. Donc, il est résistant à l'eau et à la poussière, mais bon, il n'est pas IP68 encore. Il est splash proof, il est pas. Mais voilà. Tu peux pas l'immerger. Moi, je sais juste qu'on m'a parlé d'excursion à la plage et du coup, tu transpires quand tu as ton Fold, notamment à cause du sable, quoi. Le sable entre l'écran, ça, c'est un truc, ça me ferait flipper, ça. Donc là, ça et la poussière dans la poche. Voilà, l'IP48, il sera pas de trop, en tout cas, quoi qu'il en soit. Pour le reste, on peut passer aussi rapidement au Z Flip et au Z Flip FE. Le Z Flip, moi, je suis pas du tout spécialement un hype de ouf. T'es pas client. Alors, c'est pas que je suis pas client, mais ouais, tranquille, tu vois. À choisir, je préfère un Fold. Je suis team Fold, comme Rewan. Mais alors, je vais peut-être dire un truc, comment dire, voilà, prenez-le avec des pincettes et c'est pas un point de vue sexiste ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est un téléphone qui est plus adapté aux dames. C'est le téléphone que tu plies un petit peu et qui est dans le sac. En tout cas, il est marketé comme ça. Il le market comme ça? Ouais, okay. Franchement, tu sens qu'il est lifestyle, mais très orienté meuf, tu vois. Et pour les jeunes aussi, pour le côté un peu créatif, vas-y, tu ouvres le téléphone et de loin, tu peux en mode télécommande. Ouais, alors ça, ils avaient fait la pub à l'époque, je crois, sur la série d'avant où la meuf, elle le tenait comme un caméscope. Sur le côté, t'avais le retour du coup. Ouais, ok, bon, entre ça et le tenir droit, je vois pas trop la différence. Et la traduction que tu as des deux côtés, où en fait, tu parles, t'as la langue que la personne parle de ton côté et de l'autre côté, puisque t'as un écran effectivement en mode fermé, en mode presque. Comment tu sais, les trucs de maquillage, tu sais, les. Gommes poudriers. Ouais, les gommes poudrières, exactement. Moi, c'est l'effet que ça me fait. Et de l'autre côté, tu as. J'aime bien comment il te l'a dit, il a trop pas assumé. Et là, c'est ça, ouais, je connais. Moi, j'ai le lexique médical, t'as vu? J'ai le lexique des meufs. Le gomme poudrier, le truc des Total Spice, moi j'appelle ça. Exactement, mais moi j'adore ce smartphone, j'adore ce format. En fait, c'est très pratique. Je comprends. Ouais. Et surtout sur le nouveau, et Mathieu va en parler, l'écran devant est bord à bord. Bon, il sert toujours à rien, mais il est bord à bord. En fait, il ne sert plus à rien. Et moi-même, il m'a fait de l'effet, le tel, pour te dire, tu vois, j'ai un peu switché. Parce que déjà, et en plus, rien que sur le feeling, toi qui as eu les anciens flips, il y a un gap déjà, en termes de qualité de matériaux, de finition. Et on va le voir avec le FE, qui est sensiblement un peu pareil, mais une version amoindrie. Il est vraiment quali de ouf. Il est fin aussi, hein, 13,7 mm d'épaisseur une fois plié. En vrai, par rapport quand tu vois les anciens modèles, et notamment le FE qui reprend les anciennes caractéristiques, tu sens quand même qu'il y a un gap. Un peu plus d'un centimètre quand même. Le touch, il est bon. Ouais, mais comme c'est vraiment petit, tu vois, plié. Ouais, mais dans la poche, je me dis, bon, après, c'est pas un objet que tu trimbales dans la poche en général. C'est pour ça que moi, je suis un peu rebuté. Par exemple, dans une poche de costume, tu le glisses. Ouais, oui, c'est vrai. Et pareil, j'ai envie de dire, imagine-toi une boîte d'écouteurs un peu plus gros, tu vois. Ça, mine de rien, si tu arrives à mettre une boîte d'écouteurs, bon, je pense que ça va. Moi, ça m'a pas posé de problème. Le truc aussi dont tu parlais, c'est le Flex Window, ce fameux écran à l'avant, qui pour le coup maintenant passe à 4 pouces.
Et j'ai fait une réflexion dans une vidéo, mec, mais on s'en rend peut-être pas compte. Les années passent et je m'en rends compte. Tu sais, là, on dit 4 pouces, c'est minuscule. Mais rappelle-toi qu'on a eu des smartphones avec des écrans de 4 pouces. Mais bien sûr, le premier iPhone, c'était. Et même, il y en a, c'était des 3. Non, il y en a, c'était 3,4 pouces. Ouais. Les premiers smartphones. Et quand déjà, tu avais un écran de 4 pouces, c'était pas presque que tu avais un Note, mais t'étais banger, quoi. Donc, déjà, je vous laisse imaginer un petit peu le choc générationnel, la patate de génération que je me suis pris. J'ai regardé mon permis avec le papier rose, tu vois. Histoire de T'as réfléchi au passé. L'iPhone 2G, c'est bien de 3,5 pouces. Tu vois, c'est dingue. Et en fait, déjà, tu imagines que donc l'écran avant de ce téléphone, il est plus grand qu'un iPhone premier du nom. Mais ce qui me dérange, c'est que sur cet écran, il y a toujours ces widgets. Tu peux pas l'utiliser vraiment avec sur l'écran d'accueil. Tu peux faire plein de trucs. Tu peux faire ton Google Maps. Tu peux répondre à tes appels. Tu peux, oui, effectivement, consulter tes... Mais ça devient vraiment plus un mini-système avec les capacités qu'il y a. J'ai pas pu faire tout le tour des fonctionnalités, mais tu as tout un tas de fonctionnalités que tu pouvais pas faire avant, ou en tout cas, qui auraient été bien plus désagréables. Là, franchement, je me vois naviguer sur cet écran-là, tu vois, typiquement. Ok. Donc, il y a des cas d'usage concrets. C'est cool. Ouais, il y a des cas d'usage concrets. Les moins bonnes choses quand même, parce qu'il y en a sur ce produit qui m'a quand même bien hype, c'est déjà le retour de la filouterie Samsung. C'est quoi ça, la filouterie Samsung? Tu connais pas la filouterie Samsung? Non, moi je suis pas C'est celle versé, qui, d'année en année, te dit on met du Snapdragon. Ah, on va mettre un Exynos cette année. Ah non, ils ont mis Exynos. Ça c'est dur, ça. Alors ça c'est dur pour une raison à la con, c'est que je pense qu'au niveau de l'optimisation par rapport à la consommation de ta batterie sur un pliable comme celui-ci, ça va peut-être être la petite douille, tu vois, parce que tu te dis t'as plus de place, mais t'as un format plus fin, donc la batterie c'est plus chiant. Là, si t'as un téléphone qui est moins performant, mais qui consomme plus avec une batterie plus petite. Ils rendent fou à faire ça. Ah, mais c'est... Je comprends qu'il faut rentabiliser le truc, mais là, pas sur des flagships comme ça. Alors, avant de bitcher complètement, faut quand même que je vous dise que cette puce Exynos, c'est la 2500, c'est une nouvelle qui est gravée en 3 nanomètres. On n'a pas de retour pour l'instant. Ça se trouve, le bordel est un banger, tu vois. Et c'est sur les deux, c'est sur le FE, celui-ci. Ah non, c'est sur le... Là, on est sur le 7Z, le Flip 7, pardon. Le 7 tout court. Pas le FE. Non, après le FE, on va en parler. Mais déjà, je trouve que pour un tel à 1200 € de ne pas avoir du Snapdragon, moi, déjà, ça me... je suis pas très Après, à voir. On va voir les premiers retours. Peut-être qu'ils vont nous... Tu vois, ils vont dire, ah bah c'est bon, let's go. Exynos, ils ont dépassé Snapdragon, let's go. Pareil, Samsung est arrivé de manière très optimiste et j'ai vu même des journalistes ou en tout cas des créateurs en parler. Ils ont mis une batterie de 4300 mAh. D'habitude, c'était 4000. Donc les gens se disent, ah, 300 mAh de plus. Mais plus grand écran devant. Bah, c'est la réflexion que je me suis fait. Je me suis dit, est-ce que c'est pour compenser ou est-ce que en vrai, ça a une vraie petite... Ouais, c'est de l'OLED, mais... Ça va. S'il est éteint, si t'es pas en always on, à la limite. Ou alors, ils l'ont mis les 300 de plus parce que le processeur consomme un peu plus aussi. Hein. Ouais, mais t'as pas parlé à Quentin et je peux te dire que Quentin, il peut te parler de l'autonomie des flips. C'est toujours été le point... C'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc, c'est pour ça. Moi, ce qui me gêne, c'est que aussi, niveau photo, ça n'a pas bougé. On reste sur les capteurs 50 mégapixels. Il n'y a que 2 capteurs, hein. Bien sûr, un ultra grand angle, je crois que c'est 12, et 50 de mémoire. Bon. Ça, c'est dommage, c'est ce qui pêche vraiment sur les flips en réalité. Ouais. C'est basé pour la création de contenu. C'est marrant, tu vois. Et t'as une caméra pour Ave. Enfin, c'est pas calé pour Ave, mais disons que en vrai. C'est bien en dessous de la concurrence, quoi. Et en plus, pour moi, je remets toujours tout au prix. Tu vois, 1200 balles. La vie est dure en ce moment, les mecs. Même chez Samsung, je sais que vous savez que la vie, elle est dure. Donc, 1200 balles et pas mettre un beau capteur dessus, ça fait un peu yesh. Ouais, et puis même, juste en termes d'exigence, à un moment, tu step up toutes tes gammes et tu dis, voilà, aujourd'hui, nous, c'est ça, quoi. Ouais, non, mais ça, moi, je trouve que, en tout cas, le prix se serait justifié. Bon, t'as un modèle qui démarre à 256 Go et 12 Go de RAM, donc bon, au moins là-dessus, ils n'ont pas été avares, parce qu'ils auraient pu te glisser un petit 8 Go de RAM tranquille au calme pour voir si ça passe. Quoi qu'il en soit, ça a été, moi, mon petit... Voilà, je suis très fan Team Fold. En fait, Fold, je suis déjà acquis à la cause. Hein. Moi, si j'avais de l'argent, ça serait tous les Fold. Et malgré mes déboires avec ce problème-là, je te cache pas que le Fold 7, là, est magnifique et tout, mais je reste quand même sur ma réserve de... Est-ce que ça va casser très vite? Moi, cet écran de l'intérieur, je le regarde, mais en chien de faïence. Et surtout pour 2100 €, quoi. Voilà. 2100 €, pardon, j'avais pas le prix. Non, quand non, même, c'est hein. 2000... Oui, 100 €, c'est ça, exact, t'as raison, pardon, j'étais sur le modèle. 2099. Non, c'est voilà. 2102 € et 0,5 centimes. Exactement, j'ai le prix là sous les yeux. Ok, d'accord. Voilà. Ça, c'est dingue. En vrai, je pensais qu'au fur et à mesure des années, on est quand même à la 7e génération. Avec les nouvelles technologies, les écrans qui se développent, ça allait un petit peu diminuer en prix, tu vois, histoire d'atteindre les 1005, 1007
sur les 1007 premiers est prix, déjà le audio du panier. Ouais, hein. mais tu Même vois, Apple va plus sur ce segment. C'est ça, mais bon, Apple reste sur un seul écran. Donc à la limite, tu me dis 1007, allez, 1600 € en prix d'appel. Ouais. Avec une version que tu peux step up jusqu'à 1 Tera pour 2000 balles. Ok. Oui. Mais je pense que, encore une fois, c'est pas pour défendre Samsung ni autre, mais à chaque fois, j'essaie de me remettre dans les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui. Peut-être que s'il n'y avait pas toutes les galères qu'il y a autour, là, la géopolitique et tout ça, peut-être le prix aurait été plus doux, mais en même temps, les constructeurs sont pas nos potes, donc s'ils peuvent se mettre bien, j'avoue, je suis peut-être un peu trop sympa. On va parler vite fait du Flip 7 FE. Pourquoi je dis vite fait? Parce que grosso modo, c'est le même délire que le 7 Flip, sauf que c'est l'escroquerie en plus. Moi, je l'ai appelé. Comment j'avais trouvé sur ma vidéo. Écoute, j'aurais pu prendre ce terme-là. Au début, j'avais Fantôme Édition, parce que genre, il faut l'esquiver. Il faut pas le regarder. Et j'ai pris le Faible Édition, finalement. Ah. Alors, je vous fais rapidement le topo. Pourquoi? Parce que, outre le fait que il reprend le système du Flip, on a un téléphone qui garde le même form factor que le Flip 6. Tu vas me dire, ok, jusque-là, frérot, pourquoi pas, si en plus le prix peut être attractif. Non, parce que j'aimerais qu'à chaque fois que je vais vous donner des specs, vous maintenez que le prix, il est à 1000 balles. Là, il est à 1002 €. Il n'est même pas à 999 €. Il est à 1000 balles. Et pour ça, tu as un téléphone qui reprend l'écran. On va dire, quand tu mets le Flip 7 à côté et le slip. Et le slip. Et tu mets ton slip à côté. Et tu mets ton slip. Et le Flip 7 FE à côté, il prend un coup de vieux gigantesque. Que ce soit en termes, juste à cause de l'écran, mais rien qu'en termes de feeling. Les matériaux ne sont pas les mêmes. Et il y a 200 balles de différence. Je trouve que pour 200 balles de différence... Non, c'est trop. Voilà, c'est trop. Surtout que, en fait, c'est les specs du 6. Pire. Ils nous ont fait une Samsung. C'est-à-dire que le 6, pour rappel, c'est un Snapdragon 8 Gen 3. Processeur que j'aime beaucoup. Par contre, Putain, je vais y arriver avec ce slip. Le Slip Edition. Allez, dans mon cœur, c'est le Slip Edition. Exactement. Le Flip 7 FE, il a un Exynos 2400. Donc c'est encore plus. Autant acheter un Z Flip 6. Je crois que tu as le Galaxy S24 FE qui doit avoir ce processeur-là. Il leur restait des puces, ils sont déjà allés. Voilà, mettez les deux. Voilà. Mais il nous reste des coques, il nous reste des châssis, il nous reste des puces. Ça part. Et je vous rappelle encore une fois, 1000 balles. C'est-à-dire qu'en vrai, quand je reprends le globalité, 8 Go de RAM, bien sûr, je vous ai pas dit. Et les écrans, il est plus petit. Donc, je l'ai pas dit pour le Flip 7, 6,9 pouces quand tu l'ouvres. Et là, c'est 6,5 ou 7, pardon, pour le FE. Mais en fait, à chaque fois, quand tu remets tout ça bout à bout, tu te dis 1000 balles quand même pour ça. C'est du recyclage. C'est cher le recyclage quand même. C'est le rebranding qui fait mal, tu vois. Et en vrai, je vais pas te mentir, moi, ce tel-là, en fait, parce qu'on se dit, il est méchant et tout ça. Non, mais en vrai, à 700 balles, la proposition de ce FE, je dis banger. Ouais, mais 700 là, balles, il va prendre une décote, à mon avis, c'est une calotte qui va prendre. 689 €, c'est le prix que tu peux avoir un Z Flip 6 en reconditionné. C'est exactement ce que je dis dans ma vidéo. Je dis aux gens, franchement, le 7 FE, non, pas du tout. Prenez un 6, vous avez la même chose. Il y a tout pareil, la batterie c'est la même, c'est 4000 mAh et tout ça, c'est vraiment un rebranding. C'est très dur. Et ils l'ont handicapé, c'est-à-dire que c'est au-delà d'un rebranding, je trouve qu'ils l'ont castré un peu, notamment avec le choix de ne pas mettre du Qualcomm. Donc voilà, tout ça c'est déjà disponible en préco, ça arrive le 25 juillet. Je vous ai donné les prix de départ, 1000 donc pour le FE, 1200 pour le Flip 7 et 2100 € pour le Fold 7 en prix de base. Après, vous augmentez avec les stockages et la RAM. Donc voilà, grosso modo, Fold 7, très bien, j'applaudis. Flip 7, j'applaudis et pareil. Le FE, ça a été la carotte qu'il fallait pas faire. Ça a entaché l'optimisme et le waouh, on est content des produits Samsung. Voilà, c'est ça, ça fait une petite tâche. Eh ben écoutez, voilà pour les actus de la semaine. Je crois qu'on est bien. N'hésitez pas à nous partager vos avis sur tout ça dans les commentaires du post Bubble parce qu'on a hâte d'avoir votre avis. Et en parlant de technologie, d'objets qui s'invitent dans notre quotidien, il y a une vraie question qu'on se pose. Quels objets connectés méritent vraiment leur place chez vous? Parce qu'au milieu de toute cette innovation, on se pose une autre question qui revient souvent. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une vie d'esclave de la technologie? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement se recentrer sur la réalité de la vie? Est-ce que tous ces objets connectés nous simplifient vraiment la vie ou est-ce qu'ils nous volent un peu notification après notification? Bien sûr, on a fait le tri pour vous et on vous en parle jeudi dans Bubble. Merci des audios et à très vite. Ciao.